Bonjour et bienvenue dans ces premiers Digitals. Généralement, les entretiens Alzheimer vous rejoignent à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, à Paris. Cette fois-ci, c'est nous qui nous invitons dans votre studio, dans votre plateau, dans votre logement. Merci de nous accueillir. Ça vous évitera au moins de porter ce masque qui nous fatigue tous, mais qui est absolument important. Objectif aujourd'hui, tout comprendre de cette maladie d'Alzheimer jeune qui nous inquiète beaucoup. Et pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet, nous allons accueillir aujourd'hui les meilleurs spécialistes pour avoir des réponses les plus précises possibles, les plus actuelles aussi. Nous allons accueillir donc des scientifiques, mais aussi des témoins, parce que la maladie, elle se vit au quotidien. Il y aura donc deux grandes séquences dans cette cérémonie, cette heure qui s'annonce là devant nous. Une première partie qui sera consacrée à l'aspect médical, notamment les côtés génétiques de la maladie, et une seconde partie qui sera consacrée à l'aspect sociétal. Comment vivre le mieux possible quand on a un proche ou quand on est soi-même touché par une maladie d'Alzheimer jeune. Le menu aujourd'hui, c'est donc de la science, des confidences, des reportages, notamment sur les structures d'accueil. Et puis vous repartirez à la fin de cette émission avec une boîte à outils qui rassemble toutes les adresses et les infos à connaître sur les formes jeunes de la maladie d'Alzheimer. Alors vous avez déjà commencé à nous envoyer vos questions, merci beaucoup. Il y en a beaucoup, on va essayer d'en traiter un maximum, mais vous pouvez continuer à nous poser vos questions. Elles arrivent ici sur cette petite tablette et je serai votre porte-parole pour poser notre question et vos questions à nos invités. Et on commence tout de suite en images avec Monique, une habitante de Colmar, qui est devenue l'aidante de son cousin Serge, qui vit lui en banlieue parisienne. J'habite à Colmar et je présente une double caractéristique, c'est-à-dire que je suis retraitée et que j'ai une activité professionnelle partielle mais relativement soutenue. Et si je suis aujourd'hui ici, c'est parce que j'ai un cousin qui a 61 ans, qui réside en région parisienne et qui est atteint d'une maladie neurodégénérative. Et donc, dans le cadre des relations familiales que nous avons, parce qu'on est quand même assez unis dans la famille, bien que je sois la cousine, bien qu'il ait une sœur et des frères, c'est plutôt moi qui l'ai pris en charge. C'est moi qui l'accompagne par des prises de rendez-vous, par des contacts médicaux. Je fais un peu l'intendance pour lui permettre de se faire soigner. Enfin, on s'est posé la question en famille. On se demande si on n'est pas passé à côté de quelque chose il y a à peu près entre 7 et 9 ans. Parce qu'on avait, à l'époque, on passait les réveillons de Noël ensemble. On s'est aperçu qu'il est resté dans son petit coin. Souvent, il se retirait un petit peu, alors qu'il y avait une ambiance de famille sympathique. Il restait un peu à côté. Je vais dire, personne ne l'a vu venir dans la famille. On n'a pas réagi, on savait qu'il avait des pertes de mémoire, mais on n'a pas... personne n'a percuté. Personne n'a percuté. On était loin de penser que ça puisse lui arriver. Il a eu une période très difficile, il y a 4-5 ans, où il avait été licencié et on l'a retrouvé dans un état lamentable. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à le prendre en charge. Ce que je trouve, enfin, à mon avis, positif, c'est qu'à partir du moment où il a eu cette démarche d'aller voir son médecin traitant, ça a été quand même relativement vite, parce qu'il est tombé sur une jeune femme qui était particulièrement dynamique, qui a très vite cerné le problème. Elle l'a immédiatement dirigé, d'une part, pour l'IRM, mais surtout, elle l'a dirigé vers le neurologue de Fontainebleau.
Et là, lui a fait un diagnostic qui était de le diriger vers le centre de la mémoire de la Pitié-Salpêtrière. Et c'est à partir de là que tout s'est engrangé au niveau des soins. Comment va être pris en charge de façon plus, j'allais dire, percutante? Comment ça va se faire? Comment ça va évoluer chez lui, malgré les efforts que l'on va faire? Ça, après, c'est un autre aspect qui est le plus inquiétant. Alors les questions que se pose Monique, elles sont pour beaucoup vos questions également. Et avant d'accueillir nos premiers invités pour y répondre, je vous propose un petit sondage flash. Dites-nous à quel titre vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là parce que vous êtes un proche ou que vous êtes vous-même concerné par la maladie d'Alzheimer jeune? Est-ce que vous êtes un professionnel de santé ou est-ce par intérêt pour vous informer? Dites-nous sur votre petite tablette, sur votre smartphone, à quel titre vous êtes là. Et puis, on fera une petite synthèse là tout à l'heure. Bruno Dubois, bonjour. Merci d'être ici avec nous. Vous êtes professeur de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes chercheur, directeur de l'UM2A, directeur scientifique de la Fondation pour la recherche Alzheimer. Alors, on associe souvent la maladie d'Alzheimer à des personnes âgées, on parle de facteurs de risque liés à l'âge, et puis il y a ces histoires comme celle de Monique et de Serge. Est-ce que ce sont des exceptions? C'est quoi un malade jeune? Bon, on va justement en parler. Tout d'abord, je voudrais, si vous voulez bien, remercier la Fondation pour la recherche Alzheimer, la FRA, d'avoir organisé cette émission qui va nous permettre d'avancer justement dans cette problématique. Et la première question que vous posez, que je voudrais poser, et à laquelle je souhaiterais répondre, c'est d'abord de quoi parle-t-on? De quoi va-t-on parler? On va parler d'une vraie maladie. Et je crois que c'est essentiel de bien comprendre ça. C'est une vraie maladie. On n'est pas là pour parler de cette plainte de mémoire que l'on a tous à partir d'un certain moment, qu'on peut avoir quand on est jeune, mais qui n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est une vraie maladie. C'est une maladie, d'ailleurs, qui a été décrite par Alzheimer, puisqu'il l'a décrit chez une femme jeune. Elle avait 52 ans, vous la voyez là derrière. Eh bien, c'est la photo que Alzheimer a prise lui-même de la patiente à partir de laquelle il a décrit la maladie. C'est une maladie qui n'est pas rare, puisqu'on considère, on estime qu'elle touche à peu près 30 000 personnes actuellement en France. Et c'est une maladie, on va le voir, et Stéphanie Bombois nous en parlera, qui a des spécificités particulières. Pourquoi? Parce qu'elle touche des sujets jeunes. Et touchant des sujets jeunes, elle va donc avoir des spécificités qui font que ces sujets jeunes ont un travail. Le plus souvent, ces sujets jeunes ont à la maison encore des enfants. Et puis ces sujets jeunes ont des projets de vie. Et donc cette maladie va impacter sur tous ces éléments-là. Et ce sont des sujets qui vont avoir un retentissement professionnel, un retentissement familial, un retentissement amical, un retentissement, je dirais même, sociétal. Et la société, justement, et on va le voir, n'apporte pas toujours les solutions à ces problématiques qui sont très spécifiques, également génétique d'ailleurs, et le docteur Vallon nous en parlera aussi. Et la société, on va le voir, n'apporte pas vraiment la réponse. Alors certes, il y a eu ces centres malades jeunes, il y a 3 centres à Lille, à Paris et à Rouen qui ont été instaurés, mais qui finalement n'apportent pas la solution pour la prise en charge réelle de ces patients au quotidien. Et je pense que la table ronde avec Jean Dautry sera à ce sujet-là très éclairante, et l'intervention bien sûr de Florence Lebert. On a d'ailleurs beaucoup de questions sur le sujet de la prise en charge, sur l'absence de prise en charge, l'absence de relais, en effet, notamment dans différentes régions de France. Absolument, et ça va être le sujet de la table ronde qui, je crois, va être très intéressante. Alors nous écouterons tout à l'heure en effet les familles des malades jeunes. Le mot démence, qui est souvent abordé dans les consultations, résonne de façon très particulière et très douloureuse, notamment chez les personnes jeunes. Stéphanie Bombois, ces malades jeunes, vous les avez en consultation. Vous êtes neurologue, directrice du Centre national de référence malades Alzheimer jeunes, région Île-de-France, donc à la Pitié-Salpêtrière. Est-ce qu'on parle d'une exception, d'une autre maladie, d'une forme différente
formes de maladies et surtout, qu'est-ce qui change? Rentrons un petit peu plus dans les détails. Qu'est-ce qui change entre une maladie qui apparaît chez une personne jeune et la maladie d'Alzheimer qui apparaît plus tardivement? Pour cette introduction. Je remercie aussi l'AFRA pour l'organisation de cette première édition et qui est ouverte aux malades d'Alzheimer jeunes. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé et qui ont témoigné pour cette édition. Donc effectivement, la maladie d'Alzheimer du sujet jeune, donc avant l'âge de 65 ans, a un certain nombre de particularités et je vous propose que nous en parlions maintenant. La première cause de démence avant 65 ans, c'est effectivement la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que c'est que la démence? La démence, c'est un terme médical pour dire qu'il y a des troubles cognitifs, des difficultés des fonctions supérieures qui entraînent des problèmes dans le quotidien, avec une perte d'autonomie, des difficultés dans le travail, des difficultés sociales ou familiales. Donc cette maladie, elle est présente avant l'âge de 65 ans, mais par contre c'est un diagnostic inattendu parce qu'en fait on a une représentation de la maladie d'Alzheimer qui est une représentation d'une personne âgée qui a des troubles de mémoire. Pour autant, la maladie peut toucher des gens d'une cinquantaine d'années et donc on n'attend pas ce diagnostic aussi bien au niveau des familles que aussi des professionnels de santé. Donc ça reste un diagnostic qui est difficile et il y a des particularités cliniques. On va pouvoir en parler. Alors, je sais pas comment ça marche. On peut passer la technique ne veut pas vous répondre? Non. Ça me résiste. Alors, une diapo supplémentaire. Quand vous dites jeune, vous parlez de 50 ans. Ça peut démarrer à partir de quel âge? Alors, bon, ça reste assez exceptionnel autour de la quarantaine, mais en moyenne, dans les cohortes de sujets Alzheimer jeunes, effectivement, la maladie est en moyenne découverte vers l'âge de 57 ans, mais débute bien avant. Donc, la présentation clinique des patients jeunes est particulière. Elle peut être représentée par les formes typiques de la maladie avec des troubles de la mémoire épisodique, la mémoire qui permet de se souvenir d'un événement dans un lieu et dans un temps défini. Cette présentation clinique, elle n'est pas systématique chez les patients Alzheimer jeunes et c'est ça qui est très perturbant. Il peut y avoir des variants visio-spatiales ou visio-perceptifs, ce que l'on appelle aussi l'atrophie corticale postérieure. C'est des sujets qui vont se plaindre beaucoup de leur mémoire, de leur vision, d'une vision floue, de ne pas arriver à percevoir des détails dans une scène, par exemple, être en difficulté pour conduire. Et c'est des sujets qui vont assez régulièrement chez l'ophtalmo et l'ophtalmo dit ben non, il n'y a pas de problème. Alors, le problème vient en fait de l'intégration cérébrale du stimuli visuel. Il peut y avoir des sujets qui ne vont pas avoir forcément de troubles de mémoire au premier plan, mais des difficultés de langage avec ce que l'on appelle une aphasie, donc des difficultés de langage progressif, avec une forme qu'on appelle logopénique, c'est-à-dire des gens qui ont du mal à trouver les mots, du mal à dénommer des choses, avoir du mal à répéter aussi une phrase sans trop de difficultés de compréhension. Il peut y avoir des variants frontaux avec des gens qui ont des difficultés à organiser, à planifier les choses et aussi avec des difficultés de comportement qui peuvent être soit apathiques, c'est-à-dire des difficultés pour se mettre en route, pour initier des choses, ou au contraire être un peu désinhibé, un peu jovial, un peu inadapté. Et ça, ce sont des symptômes spécifiques de la maladie jeune? Non, c'est pas spécifique de la maladie d'Alzheimer, ça peut se voir dans d'autres maladies et c'est pour ça qu'il y a un parcours de soins pour un diagnostic spécifique et je vais vous en parler. Alors, on peut aussi avoir des syndromes de dégénérescence cortico-basale avec, au-delà des troubles de mémoire, des difficultés motrices sur un hémicorps, une rigidité, des difficultés pour faire des gestes fins.
Et au-delà des troubles cognitifs, il peut y avoir des troubles psychocomportementaux vraiment à l'avant-plan. Et un quart des sujets malades Alzheimer jeunes ont, avant d'avoir un diagnostic de maladie d'Alzheimer, un diagnostic de troubles psychiatriques. Le plus souvent, un syndrome anxio-dépressif qui peut être vraiment très important au point d'être en burn-out au moment quand ils sont encore en activité professionnelle. Voilà, il y a d'autres symptômes comme l'apathie, l'irritabilité liée à l'inquiétude. Alors, une des particularités, c'est des gens qui sont relativement conscients de leurs difficultés et qui génèrent de l'anxiété. Et l'ensemble de ces présentations atypiques, à la fois cognitives et comportementales, et nos représentations de la maladie font que le diagnostic est retardé de 2 ans chez les patients Alzheimer jeunes, ce qui est vraiment problématique parce qu'on ne peut pas faire un diagnostic précoce. Alors, on va voir si ça marche cette fois-ci, oui. Alors, effectivement, comme on ne s'attend pas à ce que quelqu'un qui a une 50aine d'années ait une maladie d'Alzheimer, il faut vraiment s'appuyer sur un diagnostic qui soit vraiment fiable. Et on utilise ce qu'on appelle des biomarqueurs, à la fois d'imagerie et du liquide cérébrospinal. Donc, l'imagerie, c'est l'IRM. Et dans la maladie d'Alzheimer, classiquement, on s'attend à voir une atrophie, une baisse du volume des structures qui gèrent la mémoire, c'est-à-dire les hippocampes. Mais dans la maladie d'Alzheimer du sujet jeune, la réduction de ce volume est moindre et on peut parfois même ne pas la voir, ce qui peut encore être un frein pour le diagnostic précoce. Alors souvent, il y a une atrophie et des troubles du métabolisme en rapport avec les symptômes présentés par le sujet. Alors, un des marqueurs très, très importants pour faire un diagnostic de la maladie d'Alzheimer, c'est le recueil du liquide cérébrospinal qui baigne le cerveau et que l'on recueille donc par une ponction lombaire. On retrouve les marqueurs de la maladie d'Alzheimer, les pathologies, les lésions pathologiques de la maladie, avec un profil particulier, donc avec une diminution de certains peptides et une augmentation de d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que quel que soit l'âge, si la maladie existe, on va retrouver ce profil, et quelle que soit aussi la présentation clinique des sujets. Alors, une des particularités, c'est l'évolution. Il y a un déclin qui est plus rapide chez les patients jeunes, notamment quand il y a un phénotype atypique. Il y a un plus fort risque de décès prématuré par comportement inapproprié ou mauvaise évaluation de dangerosité de certaines situations. En revanche, alors que je vous ai dit qu'ils étaient très conscients de leurs difficultés, il n'y a pas plus de suicides qu'en population de même âge. Voilà, c'est souvent des gens qui ont moins de comorbidités, moins de problèmes associés. Donc pour conclure, je crois qu'il y a vraiment un effort à faire pour un diagnostic beaucoup plus tôt que ce qui est réalisé à l'heure actuelle, de façon à réduire l'errance diagnostique, réduire l'anxiété, réduire toutes les conséquences qu'il peut y avoir sur à la fois l'activité professionnelle, la famille, la société. Il faut limiter donc les conséquences de la maladie. C'est important de faire un diagnostic tôt pour pouvoir mettre en place rapidement un plan de soins avec des médicaments et des prises en charge non médicamenteuses. Et aussi, nos patients jeunes participent assez facilement aux essais thérapeutiques et aux études académiques sur la maladie. Il faut vraiment reconnaître les besoins particuliers des sujets jeunes et de leurs proches, et j'insiste vraiment sur un domaine qui est complètement passé sous silence, c'est les enfants de nos patients jeunes, qui sont adolescents, qui sont adultes jeunes en construction et qui sont vraiment délaissés, alors que parfois ils sont vraiment en première ligne de l'accompagnement de leurs proches. Un besoin vraiment particulier d'accompagnement. Alors tout à l'heure dans le reportage, on entendait Monique qui disait que son cousin Serge avait perdu son travail, avait été licencié et que ça avait été quelque chose de douloureux, qui sous-entendait que ça avait participé à l'apparition de la maladie. Est-ce que c'est pas l'inverse ? Oui, c'est l'inverse. La maladie, au moment où on fait un diagnostic, elle est là souvent depuis très longtemps, probablement 7, 8 ans, peut-être plus. Et donc, en fait, cette maladie, petit à petit, elle donne des conséquences, et notamment dans l'activité professionnelle où nos patients
ont du mal à se projeter, à s'organiser, ils sont ralentis et donc peuvent faire des erreurs, ne sont plus aussi efficaces. Et c'est là où il y a ce burn-out parce qu'ils veulent absolument faire ce qu'ils doivent faire et pour autant c'est difficile. Alors que si on consulte, probablement quand on sent que les choses ne sont pas normales, que les choses dérapent, peut-être qu'on peut limiter ces complications supplémentaires professionnelles qui sont forcément mal vécues, je suppose. Oui, tout à fait. Parce que ça fait courir le risque aussi d'un licenciement pour faute grave. Voilà. Et ça, c'est dramatique. Oui, parce que du coup, on perd la prise en charge sociale, mutuelle, etc. Exactement. Alors, on a énormément de questions sur malade jeune, ça veut dire avant 65 ans. C'est le chiffre qu'on retient, professeur Dubois Oui, c'est le chiffre, je dirais que c'est le chiffre international. C'est avant 65 ans. D'accord. C'est ça. Ça, c'est le chiffre clé. Beaucoup de questions sur des personnes qui s'inquiètent. Alors, je vais vous en lire quelques-unes. Fatima, depuis 3 ans, j'ai des trous de mémoire, je me dirige pour aller dans un lieu précis et puis tout à coup j'ai un trou, j'oublie où je devais aller, ou alors quand je téléphone, je ne sais plus à qui je parle et donc je raccroche. Est-ce que ça, c'est des choses qui doivent inquiéter? Alors, c'est ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Je savais qu'on aurait plein de questions relatives à cette plainte de mémoire. Et il y a une confusion dans l'esprit des gens. La plainte de mémoire ne veut pas dire qu'on a un déficit objectif de la mémoire. Si on a vraiment une inquiétude, on se fait faire des tests, et la plupart du temps, la plupart des cas, les tests sont normaux. Ce sont des gens qui ont une plainte attentionnelle, dans les troubles de l'attention, mais pas des troubles de mémoire. Fatima, vous pouvez être rassurée, a priori, vous n'avez pas de maladie Alzheimer jeune, c'est un monde complètement différent. Alors, Hélène, avant 65 ans, est-ce qu'une prise de sang peut être faite pour détecter le risque ou la présence d'une maladie d'Alzheimer jeune? Non, à l'heure actuelle, il n'y a pas de prise de sang qui permet de faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer. On y travaille pour pouvoir effectivement proposer cet outil dans, j'espère, les années proches. Est-ce que je peux rajouter une chose? Ces tests qui sont en train d'être mis au point ne seront intéressants que chez des gens qui ont des troubles. Il n'est pas question que l'on fasse des dosages sanguins. Oui, la prise de sang systématique pour tous les quinquagénaires pour savoir si on va avoir Alzheimer jeune. Bien sûr que non. Et ça, c'est pas possible. Absolument. Même médicalement, ça n'aurait pas de sens. On ne peut aller là-dedans que s'il y a des troubles et en plus, si on peut proposer quelque chose. J'assiste une malade Alzheimer jeune avec trouble de la marche qui n'arrive quasiment plus à faire un pas sans trembler avec aide. Est-ce que c'est lié ou est-ce que c'est lié à une autre pathologie? Bon, c'est toujours difficile de répondre à une question sans voir les personnes. Après, avec l'évolution de la maladie, il peut y avoir effectivement des troubles moteurs qui peuvent s'installer. Et puis alors bien sûr, toutes les questions, j'en ai une là, mais il y en a beaucoup des personnes qui nous posent ces questions. Vous êtes vraiment très nombreux à nous écrire. Vraiment merci, sachez qu'on va rassembler toutes ces questions et vraiment essayer d'y répondre au maximum. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour éloigner la maladie? Ça reste quand même la question numéro 1. C'est la question de la prévention. Alors la prévention, on réfléchit beaucoup à ces structures de prévention, mais il faut voir aussi que, et le Dr Vallon nous en parlera tout à l'heure, il y a malheureusement aussi dans un certain nombre de cas des facteurs génétiques contre lesquels on ne peut rien pour l'instant. Une question de Samia, quel lieu de dépistage et d'examen médical lorsqu'on a un doute? Ça, c'est une question importante. Bon, il y a sur l'ensemble du territoire français des consultations mémoire, des centres experts, il y en a 26, CMRR, Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, et donc les 3 centres nationaux de référence pour les patients Alzheimer jeunes, comme l'a dit le professeur Dubois, donc à Rouen et Lille et Paris. Alors ce qui complique les choses, là j'ai une question, comment déceler les premiers symptômes chez un malade jeune? Ce qui est compliqué, c'est que c'est très variable, c'est ce que vous nous avez expliqué, docteur Stéphanie Monbois. Voilà, je vous ai expliqué que c'est effectivement variable. C'est aussi la représentation que l'on a de la maladie. Voilà, c'est une maladie qui vient très subtilement et donc ça peut être assez difficile de diagnostiquer précocement les choses. C'est un enjeu, ça fait partie des enjeux actuels du diagnostic plus précoce de cette maladie d'Alzheimer qui touche les plus jeunes. Alors, vous restez avec moi parce qu'on a encore beaucoup de questions à vous poser, mais on va accueillir maintenant à Rouen le professeur David Vallon, neurologue, qui co-dirige le Centre national de référence maladie Alzheimer jeune
à Rouen. Bonjour, bienvenue. Vous avez vu, Bonjour. on a attaqué directement avec beaucoup de questions pratiques. Vous vous êtes spécialisé dans l'aspect génétique de la maladie d'Alzheimer jeune, et ça tombe bien parce qu'on a énormément de questions là-dessus. Juste pour vous dresser un petit portrait, je vais vous donner quelques témoignages. Camille qui me dit: si j'ai une forme héréditaire, est-ce que je risque de le transmettre à mes enfants? Isabelle: ma sœur de 59 ans vient d'être diagnostiquée, j'ai 58 ans et 3 autres sœurs, devons-nous nous faire dépister? Pour Florence, c'est sa grand-mère et sa tante qui sont touchées. Pour Saléra, c'est ses 2 parents. Est-ce qu'elle doit consulter en prévention? Alors voilà, ces questions sur la génétique d'Alzheimer, on vous écoute. Très bien. Bonsoir. Je vais d'abord commencer par remercier la Fondation, la FRA, pour cette opportunité de discuter dans une modalité très différente, très innovante via ce portail informatique. Moi, donc, je suis à Rouen, là, typiquement dans mon bureau, et c'est l'avantage donc de pas avoir de masque, et donc du coup de pouvoir vous parler de cette dimension génétique. Je vais et aussi et avant tout remercier le professeur Dubois qui m'a directement proposé de prendre part à cette réunion pour ces aspects génétiques, et donc à ce titre un grand merci. Je vous propose qu'on mette quelques slides pour que du coup on réponde à ces questions. L'idée que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui est de comprendre que les antécédents familiaux de maladie d'Alzheimer, c'est très fréquent. On en voit dans de grands nombres de familles. Toute la question est de déterminer de quel substratum génétique il s'agit. Et sur cette slide, j'ai un peu schématisé les choses, mais ça permet quand même de comprendre qu'il y a, vous voyez, 2 grands cadres. À gauche de la diapositive, vous avez l'immense majorité. Les cercles qui sont mentionnés ne sont absolument pas à la bonne dimension, mais c'est pour permettre qu'on les voit quand même. Mais la grande majorité, 99,9% des cas, répond à un déterminisme, c'est-à-dire à des causalités multifactorielles. Parmi elles, il y a les facteurs de risque génétique, et on va y revenir. Ça, c'est dans un deuxième temps qu'on va le traiter. Pour l'instant, on va se concentrer à ce que j'ai appelé la minorité, donc sur la partie droite de la diapositive. Là, il y a une transmission qui les médecins appellent autosomique dominant. Ça veut dire que ça touche toutes les générations, et autant les hommes que les femmes. Et pour cette transmission autosomique dominante, il y a 3 gènes, on va y revenir. La particularité de cette minorité-là, c'est qu'elle représente un nombre très faible de cas. Diapositive suivante. Donc en restant sur cette, et à nouveau suivante, voilà. En restant sur cette forme avec mutation génétique, donc avec transmission autosomique dominante, il y a un certain nombre de caractéristiques qu'il faut bien avoir en tête. Je vous ai parlé des 3 gènes, on va les nommer. C'est APP, pour amyloïde précurseur protéine, puisque la protéine amyloïde est le primum movens de la maladie, et donc le gène APP est le gène qui code pour cette protéine. Et puis on a la préciline 1 ou PSEN1 et la préciline 2 ou PSEN2. Ce sont 3 gènes, et les variations génétiques sur un de ces 3 gènes, et il suffit d'avoir une variation sur un seul de ces gènes, et à ce moment-là, on a la maladie d'Alzheimer qui va commencer à un âge de début précoce. Vous voyez dans les caractéristiques à droite, j'ai mis début avant 65 ans. C'est une caractéristique élémentaire, et quand je dis début avant 65 ans, c'est dans quasiment 100% des cas, mais dans 50% des cas, dans la moitié des cas, ça démarre avant 50 ans. Donc on voit que là, on est dans une dimension d'individus très jeunes. Combien ça représente de personnes en France? Eh ben, c'est là qu'on voit que c'est très rare, puisque on estime que c'est environ 1000 cas en France. On a à l'heure actuelle identifié à peu près 200 familles. On continue à en identifier de nouvelles. On a de plus en plus de mal à en identifier, mais il y a des régions de France qui sont probablement pas encore suffisamment bien investiguées. Et voilà, vous voyez, 1000 cas en France. Si vous ramenez ça au nombre de malades Alzheimer, tout âge confondu, on atteint à l'heure actuelle le million de patients. Donc on n'est pas dans les mêmes proportions. Mais par contre, ces formes génétiques avec transmission, donc de génération en génération, elles ont une composante importante. C'est le risque pour la descendance. Vous voyez le petit schéma que je vous ai montré en bas? J'ai pris le cas d'une femme qui a développé la maladie d'Alzheimer en lien avec une mutation d'un de ces gènes. Ça répond, la même chose répond à tous les 3 gènes, ça marche de la même manière. Et j'aurais très bien pu prendre un homme, hein, vous avez compris que c'est autant les hommes que les femmes. Et vous voyez que cette femme qui a été malade, elle a eu en tout 4 enfants. Elle a eu 2 garçons et 2 filles. Eh bien, en fonction de si elle a transmis le chromosome porteur de l'anomalie génétique ou l'autre chromosome, eh bien, ça va déterminer si dans sa génération, les individus vont développer la maladie.
Le père, lui, n'ayant pas les deux chromosomes n'étant pas porteurs de l'anomalie génétique, lui n'est pas impliqué dans la problématique. Et donc voilà. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un risque sur 2 à chaque individu. Chaque descendant de cette personne a un risque sur 2. Et donc on continue la génération en dessous, et c'est les mêmes statistiques. Si jamais l'individu n'est pas porteur de l'anomalie génétique, donc c'est le cas de l'homme et de la femme le plus à gauche, la génération en dessous n'est absolument pas concernée, et ça s'arrête là. Si par contre il a malheureusement hérité du chromosome porteur de l'anomalie génétique, à ce moment-là, il a un risque sur 2 de le transmettre à chaque individu de sa descendance. Et ça, les dés, entre guillemets, sont retirés à chaque fois. C'est-à-dire qu'il peut y avoir techniquement tout le monde porteur, ou techniquement, il y a une probabilité pour ça, personne n'est porteur. Et comme à chaque individu, ça recommence, et un risque sur 2. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle la pénétrance, c'est-à-dire le risque d'avoir la maladie si je suis porteur de l'anomalie génétique. Eh bien, on sait que cette pénétrance, elle est complète à 65 ans. C'est-à-dire que si j'ai l'anomalie génétique, je serai malade. Alors, bien souvent, ça va tourner au même âge de début que le proche parent, donc la génération d'avant. Il y a une petite fourchette de variation, qui est à peu près entre 5 et 10 ans de variation, mais on a à peu près le même âge. Mais en tout cas, on aura les symptômes de la maladie, la pénétrance est dite complète. Diapositive suivante. L'autre cas de figure, dont j'ai brièvement parlé en introduction, qui représente l'immense majorité, mais aussi dans les malades jeunes, qui peut se rencontrer, c'est la notion de facteur de risque génétique. Pour mieux que vous compreniez ce dont je veux parler, je vais vous mettre la diapositive suivante et je vais vous donner un exemple. Alors, avant de parler d'exemple, juste quand même vous donner les noms des gènes qui vont nous servir. Les gènes avec des facteurs de risque, c'est le principe du facteur de risque. Un facteur de risque, c'est quelque chose qui modifie le risque de développer ou d'avoir un signe ou de développer une maladie. Par exemple, lorsqu'on fume, on augmente son risque de cancer du poumon. Mais à l'inverse, tous les gens qui ont fumé, on sait bien, n'ont pas un cancer du poumon, puis tous les gens qui ont un cancer du poumon n'ont pas forcément fumé. C'est ça un facteur de risque. C'est ni nécessaire, ni suffisant, mais ça module le risque. Et vous voyez avec le petit diagramme que j'ai mis que ce risque il peut se moduler de différentes manières. À un risque faible, on passe à un risque fort. Et pour ça, on a identifié plusieurs gènes, vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes, ApoE, SORL1, TREM2, ce sont d'autres gènes sur notre patrimoine génétique qui, eux, ne sont pas la cause de la maladie, mais modulent le risque. Et donc, diapositive suivante, pour vous montrer l'exemple d'une famille. Vous voyez ici, c'est le cas d'un malade jeune, ça répond à la définition qu'on a donnée tout à l'heure, une femme avec un début à 65 ans, c'est les chiffres qui sont entre parenthèses, et puis qui au moment de la constatation est âgée de 70 ans. Elle répond à une définition de maladie d'Alzheimer jeune, par contre à la génération d'avant, son père a eu une maladie d'Alzheimer à 74 ans et est décédé à 84 ans de cette maladie. Lui, ne répondait pas à la définition de maladie d'Alzheimer jeune. Lorsqu'on fait des investigations génétiques, on a trouvé que, diapositive suivante, il y avait une variation génétique concernant l'ApoE4. Alors l'ApoE4, c'est comme tous les autres gènes, on en a deux copies, une copie qui vient du père et une copie qui vient de la mère. Et donc la patiente âgée de 70 ans a 2 fois le variant ou la version E4, donc on la note ApoE4, qui vient de sa mère et de son père. C'est pour ça qu'elle est ApoE4, E4, et on sait, je vous montrerai après les courbes, que le risque est très augmenté dans ce cas de figure-là. Mais c'est intéressant aussi de regarder ce qui se passe dans la génération d'avant. Comme elle est ApoE4, E4, on sait très bien que autant sa mère que son père avaient forcément l'un et l'autre au moins une version E4. Et en pratique, je vous montre, il n'en avait qu'une, l'un était ApoE3,4, l'autre était ApoE3,4. Alors du coup, on se dit, d'accord, c'est bien, donc ils avaient forcément une part de risque, mais le père a développé la maladie, la mère ne l'a pas développée, elle est encore en vie, et un peu plus âgée, je crois, qu'elle doit être à 85 ans, mais elle n'a pas du tout de symptômes de la maladie. Donc on se pose la question, diapositive suivante, et l'idée de se dire, puisque le risque chez ces individus-là n'est pas le même, est-ce qu'on peut imaginer qu'autre chose d'ordre génétique explique la situation? Et c'est là que intervient un autre gène. Diapositive suivante. Et on a identifié que le père est également porteur d'une autre variation sur un autre gène, le gène SORL1. Et là, vous commencez à comprendre le potentiel effet cumulatif de facteurs de risque. Mais à aucun moment donné, il n'est dit qu'avoir l'un d'entre eux est nécessaire et ou suffisant pour développer la maladie. L'exemple étant celui de la génération d'avant, où, concernant l'ApoE, le père et la mère ont le même génotype, c'est-à-dire la même version d'ApoE.
L'un a développé la maladie, l'autre pas. Et puis par contre, chez l'enfant, la présence des deux a eu un effet majeur. Diapositive suivante. Ça se modélise. On est capable, alors les courbes que je vous montre sont des courbes hypothétiques, on est capable d'étudier ce qu'on appelle le risque cumulé tout au long de la vie d'une variation génétique donnée en fonction de l'âge. Et vous voyez que, prenons par exemple la variation génétique A, eh bien, on voit qu'il y a une courbe qui monte progressivement avec l'âge. On voit que quand on prend le gène B, s'il y a des porteurs d'une mutation, ça monte encore un petit peu plus. Et puis le gène C, et ainsi de suite. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que 2 variations sur le gène A est supérieure à chacun des autres isolément. Alors que le gène A, lui, il semblait plutôt en dessous des autres. Et donc, diapositive suivante, ça c'est des modèles, et ça se vérifie, par exemple, pour la POE4, eh bien, vous avez à gauche le tableau sur les hommes, à droite le tableau sur les femmes, les âges en bas, c'est les exemples que je vous ai montrés, et vous avez le risque cumulé tout au long de la vie en fonction de l'âge et de ce qu'on appelle le génotype APOE4. Donc on peut être version 3.3, c'est ce qui est le plus fréquent dans la population, et puis vous avez la version 3.4, où on voit qu'à 85 ans, le risque augmente, autant pour les hommes que pour les femmes, et puis on voit la version 4.4, celle qui est la plus sévère en termes de risque, on voit que c'est plus de 50%, à peine plus de 50% pour les hommes, mais franchement plus de 50% pour les femmes. Et donc, traduction, comment ça se lit ça? Eh bien, pour une femme âgée de 85 ans qui est APOE4, E4, eh bien, c'est entre 50 et 60% de risque d'avoir été impactée par la maladie d'Alzheimer. Si elle est encore en vie, elle peut encore en souffrir, ou elle a pu l'avoir développée auparavant. Et il reste à vous dire, oui, mais quelle est la fréquence de l'APOE4, E4? Eh bien, cette fréquence-là, en population générale, c'est 2% de la population générale. Je parle bien de la population générale. Hein. Il y a, je crois, 500 personnes qui sont présentes au cours de ce meeting. Eh bien, ça fait un grand nombre d'individus qui sont forcément porteurs APOE4, E4. Mais tous ne vont pas développer la maladie. C'est là toute la particularité. Diapositive suivante. Et donc, en conclusion, vous avez compris qu'il y a 2 grands aspects. Les formes héréditaires avec une mutation qui est responsable de la maladie, le développement, c'est certain. Et donc, ces personnes-là, elles sont aussi une opportunité pour faire des programmes de recherche très intéressants et très utiles pour l'ensemble des patients Alzheimer. Et ça, c'est ce qui est actuellement en place, notamment en France, avec le programme de recherche Diane-TU. Et puis, vous avez des formes avec des facteurs de risque génétique qui vont pouvoir être identifiés, et on en a identifié un certain nombre, il en reste à comprendre. Et toute la question, c'est quelle est la résultante de l'association de ces plusieurs facteurs de risque. Et c'est ce à quoi on travaille à Rouen sur ce qu'on appelle les courbes de pénétrance en dépendant de ces accumulations de facteurs de risque. Et là, la recherche est très active parce qu'il faut en identifier de nouveaux et comprendre leur rôle dans la maladie. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Restez avec nous parce qu'on a encore énormément de questions à vous poser. Donc si j'ai bien compris, à toutes les personnes qui me disent « mes parents Alzheimer ont développé une maladie d'Alzheimer après 80 ans, est-ce que je suis à risque d'une maladie héréditaire ?» Vous répondez « non, car elle serait apparue avant 65 ans ». Est-ce que j'ai bien entendu ? Tout à fait. Et aux personnes qui me demandent « est-ce que si… ma sœur a la maladie d'Alzheimer jeune, elle est sûre de le transmettre à ses propres enfants ?» Non, c'est pas sûr. C'est la loterie génétique une fois de plus. Peut-être que oui, et peut-être qu'aucun de ses enfants ne sera lui-même touché par cette maladie d'Alzheimer jeune. Alors, la réponse est doublement, elle n'est pas sûre. D'abord, il faut identifier que c'est bien une forme génétique héréditaire. Et tous les malades jeunes ne sont pas concernés par ces formes héréditaires, puisque, je rappelle les chiffres du professeur Dubois, 30 000 patients identifiés en France. Moi, je parle sur les formes héréditaires de 1000 patients. Donc, il y a bien un différentiel important qui témoigne que les facteurs de risque ne sont pas l'apanage du sujet âgé. C'est quelque chose qui agisse à tous les âges. Nous avons là des familles qui seront donc identifiées. Alors, on va prendre un certain nombre de questions, une petite seconde, parce qu'on va faire un petit sondage flash. À vous, amis téléspectateurs, quelles thématiques sont celles sur lesquelles vous vous posez le plus de questions? Moi, j'ai un petit aperçu là dans mes tablettes, mais dites-moi, est-ce que c'est surtout sur les symptômes? Est-ce que c'est surtout sur les aspects génétiques qu'on vient de développer à l'instant? Est-ce que c'est surtout sur la prévention? Ou est-ce que c'est sur l'accompagnement? Quelles sont les thématiques qui vous interpellent le plus? N'hésitez pas à voter et à nous donner votre point de vue, là, tout de suite maintenant, sur votre smartphone. Tout de suite, vos questions, donc, écoutez, on en a vraiment beaucoup.
des questions. Je vais les prendre pas dans l'ordre. Professeur Dubois, Stéphanie Bombois, David Vallon, vous allez répondre, voilà, chacun son tour. Christiane nous demande, il y a plusieurs personnes qui posent cette question, donc je vous la pose. Le docteur Kabat-Zinn a constaté que la méditation de pleine conscience induit des changements dans le cerveau et retarde la maladie d'Alzheimer sans démontrer comment ça fonctionne dans la cellule nerveuse. Est-ce que ça s'explique? D'autres personnes nous parlent de l'activation de zones du cerveau en état hypnotique qui permettrait également d'améliorer le fonctionnement de l'hippocampe. Alors, est-ce que c'est des choses qu'on constate? Est-ce que c'est des choses qui sont démontrées? Que peut-on répondre? Non, ce sont des choses qui ne sont pas démontrées. C'est-à-dire que malheureusement, pour démontrer ce genre de choses, il faudrait faire des études en double aveugle. Non, ce que l'on sait, c'est que la pleine conscience modifie effectivement l'activité cérébrale. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a un effet de retard d'entrée dans la maladie d'Alzheimer. Il faudrait d'énormes études et il n'y a aucune raison de penser que malheureusement, ça puisse impacter sur les lésions cérébrales de la maladie. Non. Par contre, peut-être que ça évite le stress, qui lui est un facteur aggravant. Absolument, et puis il peut y avoir des éléments fonctionnels qui sont associés et qui peuvent à ce moment-là être compensés par ce mindfulness et qui peut diminuer la charge cognitive que l'on observe chez les patients. C'est pas exclu, ça, pas du tout. Stéphanie, qu'est-ce qu'on peut proposer aux jeunes qui viennent de se faire diagnostiquer malade d'Alzheimer jeune? Qu'est-ce qu'on propose comme activité, comme prévention, Pourquoi c'est si important d'être dépisté sans attendre ces 2 années supplémentaires que vous avez évoquées tout à l'heure? Alors, c'est une vaste question. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Déjà, de la thérapeutique qui existe, médicamenteuse, de la thérapeutique non médicamenteuse comme l'orthophonie, comme l'ESA, l'équipe spécialisée Alzheimer, qui, par le biais, par exemple, d'une ergothérapeute, va pouvoir venir faire travailler la personne sur un point particulier. On va aussi pouvoir, d'un point de vue thérapeutique, orienter vers les essais thérapeutiques des patients qui acceptent de participer. Et puis, il va y avoir tout l'encadrement médico-social qui va aussi consister en peut-être un arrêt de travail, une orientation, pourquoi pas, sur un mi-temps thérapeutique. Enfin voilà, il y a tous ces aspects-là. Et puis, tout ce qui est médico-social, donc l'orientation vers, par exemple, un accueil de jour, vers toutes les associations. Voilà, c'est très, très vaste. On va revenir d'ailleurs largement dans une seconde partie de cette émission sur tous ces aspects sociétaux et sur toutes ces structures d'accompagnement en place ou qui manquent d'ailleurs, si j'en juge par un grand nombre de remarques des internautes. Professeur Dubois, en 2019, les médicaments destinés à ralentir l'évolution de la maladie ont été déremboursés, nous dit Philippe, qui s'insurge. Cette décision injuste n'a pas été comprise par les malades et ces médicaments que sa femme prenait depuis 6 ans lui étaient bien utiles. Que répondez-vous à Philippe ? On est désolé de cette décision. C'est une décision qui n'a pas été comprise par l'ensemble des médecins, notamment les neurologues. C'est vrai que chez des personnes très âgées, en fin de course de la maladie, ces médicaments pouvaient exposer à des petits effets secondaires, ce qui pouvait peut-être en limiter la prescription, mais chez des patients plus jeunes, au début de la maladie, c'est dommage de les priver. Il y a une perte de chance à ne pas utiliser ces médicaments, ce d'autant que toutes les études ont montré une efficacité limitée, modérée, mais certaine, et surtout que quand on arrête les traitements, on voit ce qu'on appelle un effet rebond, c'est-à-dire que la maladie, ça s'accélère. Donc c'est vraiment dommage. Vous êtes d'accord avec Philippe. Les personnes dépressives sont-elles plus à risque? Ça, c'est une question qu'on nous pose beaucoup. D'autres personnes demandent, les personnes qui ont une déficience visuelle ou auditive sont-elles plus à risque? Voilà. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque supplémentaires, Stéphanie Bombois? Donc, alors on sait qu'effectivement la perte d'audition est un facteur de risque, alors de démence au sens large, et donc il faut s'appareiller rapidement. Tout ce qui est dépression, alors un patient dépressif, une personne dépressive n'a pas plus de risque de développer la maladie d'Alzheimer, mais ce qui est important de comprendre, c'est que un des premiers symptômes de la maladie, ça peut être la dépression. Donc voilà, quelqu'un qui va développer une dépression tardivement, il faudra chercher s'il n'y a pas des troubles cognitifs associés et que ça pourrait être un mode d'entrée dans la maladie.
On a des questions qui sont revenues plusieurs fois. Naïma, Karine, croyez-vous au protocole RECODE du docteur Dahl? Alors, je vous dis que je ne connais absolument pas ce protocole, mais peut-être que vous, oui. Le docteur Dahl Bredesen qui affirme prévenir et inverser le déclin cognitif grâce à ce protocole. Est-ce que vous connaissez ce protocole? Écoutez, je crois que c'est de la stimulation cognitive, donc ça inverse pas du tout l'évolution d'une maladie. Bon, on en a parlé, tout ce qui est stimulation est importante à adapter en fonction des capacités de chaque personne, donc individuellement. Voilà, mais ça peut malheureusement pas inverser l'évolution de la maladie. Quand on vous promet, dans la difficulté qu'on vient de vivre en apprenant qu'un proche est malade Alzheimer jeune, quand on vous promet un traitement miracle pour prévenir et inverser le déclin cognitif, est-ce qu'il faut être particulièrement vigilant, en parler avec son médecin? Est-ce que vous avez, vous rencontrez dans vos consultations des personnes qui sont troublées par des propositions? Écoutez, le jour où un médicament ralentira, bloquera la maladie, ne vous inquiétez pas, on en entendra parler. Ça fera la une de TF1, de France 2, de BFM, enfin, si vous voulez, c'est ce qu'on attend. Et le jour où ce médicament arrivera vraiment, ne vous inquiétez pas, on le saura. Et si on n'en a pas entendu parler, c'est que ce médicament n'existe pas encore. Lucette nous demande justement où en est la recherche. Est-ce qu'il y a un espoir proche pour un traitement, nous dit-elle? Oui, alors il faudra peut-être laisser aussi David Vallon répondre sur la génétique, mais pour ce qui est de la thérapeutique, oui, on peut répondre que oui. Il y a aujourd'hui, justement, c'est en train de se discuter sur l'autorisation de la FDA concernant un médicament dont on a vu les résultats. Les résultats sont mitigés. Nous considérons qu'ils ont montré quand même une certaine efficacité. Malheureusement, ça n'a été fait que sur une seule étude. Normalement, il faut 2 études positives. Enfin voilà, il y a une discussion. Mais ça y est, on a des médicaments qui, premièrement, bloquent les lésions, mais pas encore les symptômes, et peut-être, comme je vous le dis, un médicament qui est en discussion et qui pourrait peut-être être bientôt autorisé par la FDA américaine. Et puis il y a des recherches qui sont à plus long terme concernant la génétique, et comme on a la chance d'avoir le professeur Vallon avec nous, c'est quand même intéressant de lui demander son avis sur les pistes thérapeutiques génétiques qui sont bien sûr à beaucoup plus long terme, mais voilà, est-ce que tu peux nous soulever un peu le coin du voile? Ce qu'on peut en dire, c'est que on a ce coutume d'entendre, et je pense que le professeur Dubois, vous l'avez entendu comme moi régulièrement, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on cherche dans la maladie d'Alzheimer, on trouve rien. Et là, moi, je réponds toujours la même chose. Bien sûr que non. Si les 25 ans qu'on a passés, on a l'impression qu'on n'a pas trouvé de traitement, on a énormément avancé sur la maladie et on a énormément compris de choses qui nous permettent maintenant d'envisager de nouvelles stratégies. Quelles sont ces nouvelles stratégies? Eh bien, fort de ce qu'on connaît des lésions, on sait que les lésions dans le cerveau s'installent bien avant le début des signes et que pour une partie des patients, la stratégie pertinente serait de les traiter avant qu'ils soient des patients. Donc du coup, à un stade où ils ont des lésions et on les identifie comme ayant des lésions et qu'ils sont donc à risque de développer les symptômes. Et là, la partie génétique intervient puisque comme on a notre patrimoine génétique le même depuis notre naissance, on est donc capable, dans les formes génétiques héréditaires dont je vous ai parlé, de prédire qui va être malade et qui, n'ayant pas l'anomalie génétique, ne sera pas malade. Et donc, d'agir avec un médicament sur ces phases qu'on va dire présymptomatiques, ou les asymptomatiques, mais à très fort risque. Et donc, du coup, c'est ce qui est en train de se faire avec le programme DIAN-TU. Et ce qui est intéressant de montrer, c'est que là, les données sont en train d'être rapportées et on va montrer que malheureusement, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment d'effet chez les individus qui ont déjà les premiers signes de la maladie. Mais encore une fois, parce que probablement qu'on arrive trop tard et que pour eux, il faut continuer à chercher sur d'autres voies thérapeutiques. Et il y a des bonnes pistes en cours. Et puis pour les autres, on montre que les marqueurs biologiques qui apparaissent, agression neuronale, modification de la protéine Tau, une des protéines impliquées dans la maladie, se produisent bien et s'annulent lorsqu'on a reçu la molécule, alors qu'on n'avait aucun symptôme. Ce qui aurait donc tendance à prédire qu'on ne verra pas apparaître les premiers symptômes de la maladie. Et là, si vraiment ça se confirme, on est encore sur des premières données préliminaires, il y a des choses qui vont continuer, mais on touche du doigt une première réponse efficace qui est agir tôt pour ne rien voir apparaître.
Et là, ça serait déjà révolutionnaire. Oui, je trouve que les recherches qui sont développées par l'équipe du professeur Vallon sont extrêmement intéressantes parce que, si vous voulez, d'abord, elles permettent d'expliquer peut-être la survenue de cette maladie chez des gens jeunes en dehors des formes de mutation dont il a parlé au début. Deuxièmement, elles éclairent aussi sur les voies métaboliques qui sont spécifiques de la maladie. Et troisièmement et surtout, et je trouve que ce dernier point est très important dans ce qu'il vient de nous dire, elles nous permettent de définir peut-être des sujets à haut risque de développer la maladie et donc d'isoler une sous-population qui doit être particulièrement la cible des thérapeutiques modernes. Docteur Vallon, une question d'un des internautes qui nous demande pourquoi de plus en plus de jeunes sont atteints. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que de plus en plus de jeunes sont atteints? Alors, c'est toujours l'effet quand on s'intéresse et qu'on comprend mieux une maladie, on en trouve plus. On trouve plus de cancers dans certains domaines parce qu'on a commencé à mettre un plan cancer et à trouver et à dépister les personnes. J'entends dépister parce que pour le cancer, ça a un sens. Hein. Je ne parle pas de dépister une maladie d'Alzheimer. Et donc, du coup, eh bien, chez ces individus-là qui probablement erraient avec un diagnostic incertain, voire même erroné, eh bien, on arrive à rediriger les choses. Je ne suis pas certain, par contre, qu'il y ait réellement une explosion du nombre de cas uniquement liés à des facteurs qui seraient notre mode de vie, notre alimentation, etc. Au contraire, on sait que les facteurs de résistance de la maladie sont les niveaux d'éducation, la stimulation cognitive, l'utilisation de son cerveau. Il faut utiliser son cerveau pour résister aux lésions de la maladie. Et donc, heureusement, nos générations, année après année, génération après génération, sont de mieux en mieux équipées cognitivement et seront de plus en plus éduquées. Donc ça, c'est une très bonne chose. Bruno Dubois, Stéphanie Bonbois, David Vallon, un grand merci pour toutes ces réponses et merci à vous trois. Nous allons aborder maintenant la seconde partie de cette émission qui va parler des aspects sociétaux de la maladie. Parce qu'un malade, c'est avant tout un conjoint, un enfant, un père ou une mère, un ami, un collègue, on vient de le voir, et l'onde de choc se fait sentir largement autour de lui. Aujourd'hui, nous accueillons Elisabeth. Un grand merci d'être venue ici aujourd'hui. Vous êtes devenue l'aidante de votre mari qui développe une maladie d'Alzheimer jeune. Il faut continuer à vivre le mieux possible, c'est un défi. Vous allez donc pouvoir, dans un second temps, répondre aux très nombreuses questions des internautes sur la vie quotidienne. Mais j'aimerais savoir, vous, jeune quinquagénaire, vous n'auriez jamais imaginé, j'imagine, que cela arriverait à votre famille. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez découvert ou comment vous avez eu les premières alertes que quelque chose ne se passait pas normalement chez votre mari? Bonjour. Les choses se sont certainement installées petit à petit, comme ça a été dit précédemment. C'était compliqué parce que mon mari a un tempérament assez fantaisiste et je n'ai, on va dire, eu une sorte de système d'alarme qui s'est mis en route qu'il y a 5 ans, je pense. J'ai un événement assez précis. On était chez le notaire et on avait une transaction à réaliser. Et il a répété plusieurs fois les mêmes questions. Il a posé des questions assez surprenantes. Et je me suis dit, tout fantaisiste qu'il est, c'est quand même un peu surprenant. J'ai trouvé ça m'a beaucoup interpellée. Ça, c'était un premier, on va dire, signe que j'ai trouvé, à mon sens, fort. Et quelques années après, c'était il y a 4 ans, il a été en difficulté professionnelle. Il revenait du travail et il me disait, mais j'y arrive pas. Il avait une hiérarchie qui le faisait souffrir, en quelque sorte. Et il me disait, mais je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Elle me parle, je ne comprends rien à ce qu'elle me raconte. Et je n'arrive pas à faire ce qu'elle me dit. Et à partir de ce moment-là, on a consulté. D'abord son médecin neurologue qui s'occupait de son épilepsie, parce que mon mari était épileptique depuis une 20aine d'années. On a fait des tests de mémoire qui ont révélé qu'il n'y avait rien. Et là, vous êtes rassurée finalement. On vous dit, c'est peut-être un burn-out, c'est peut-être autre chose. J'imagine que vous vous dites ça. Oui, alors c'est un petit peu ce qui s'est passé et je me suis dit, c'est moi, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'après tout, c'est la vie. Et en fait,
d'un point de vue professionnel, on lui a dit tu vas changer d'horizon. Et ce qui était une bonne chose pour tous. On a projeté de partir à l'étranger. On a déjà vécu de longues années à l'étranger, donc c'était plutôt un projet exaltant. Et puis il s'en va quelques mois, et en fait ça ne se passe pas bien du tout là-bas. Alors effectivement, au bout de 3 mois là-bas, on a dit non, mais c'est pas possible, vous ne faites pas l'affaire, vous êtes trop lent. Il est rentré, je l'ai récupéré dans un état lamentable, on peut le dire. Il était épuisé. Et assez judicieusement, en fait, son médecin l'a mis en arrêt maladie, en pensant qu'au bout d'un mois, peut-être 2, les choses seraient mieux. Et puis finalement, il n'est jamais retourné au travail, votre mari, parce que là, vous avez à nouveau consulté, et là, les diagnostics ont été plus précis. C'est ce qui s'est passé. En fait, on a lancé plusieurs diagnostics, enfin plusieurs protocoles d'investigation du côté du sommeil. On a pensé à un burn-out aussi. Du côté de son épilepsie encore, et aussi de la mémoire, où là, il y a des dégradations qui ont été constatées. Et après, voilà, l'IRM et la ponction lombaire qui a révélé qu'il y avait effectivement une maladie d'Alzheimer. Alors, je vais brosser le portrait. Vous êtes enseignante, vous avez des enfants, jeunes encore, à la maison. Quand un diagnostic comme ça tombe, comment est-ce qu'on vit? Comment est-ce que la famille absorbe le coup? Alors ça tombe pas, hein, c'est pas un coup. Moi, enfin en tout cas l'un comme l'autre, c'est pas exactement comme ça qu'on l'a vécu. D'abord parce que mon mari est suivi par le docteur Bombois et qu'elle fait très bien les choses. C'est pas un soulagement, mais c'est plutôt une forme d'apaisement. Finalement, il y a une raison. Enfin, on comprend ce qui se passe. Il y a une raison, voilà. On comprend pas vraiment, mais enfin, il y a le nom d'une maladie là-dessus. Et à partir de là, je ne dis pas qu'on suit ce qu'on doit faire, mais on fait ce qu'on a à faire. Il y a des protocoles de soins. En France, on a des accompagnements qui sont extraordinaires. Et on est arrivé à mettre ça en route. C'est difficile parce que moi, je dois suivre mon parcours professionnel. Vous avez dû prendre les choses en main aussi à la maison? Oui. Après, les choses arrivent dans la vie et on fait ce qu'il y a à faire. Avec un peu de clairvoyance et de lucidité, on essaie d'avancer. Donc, mon mari fait de l'orthophonie. Il a été suivi ces derniers mois par une équipe spécialisée Alzheimer, remarquable. Il va au centre d'accueil de jour des Francs-Bourgeois, donc il a un quotidien assez rythmé. Voilà. Après, moi, je suis effectivement inquiète pour mes enfants parce que ce n'est pas simplement une maladie avec des signes cliniques, objectifs, etc. C'est aussi une maladie du lien. Une maladie de la communication qui est compliquée entre le père et ses enfants aujourd'hui. Voilà. Et puis des adolescents, hein, vos enfants sont adolescents. Enfin, l'aîné a 25 ans et le second a 17 ans, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et puis ça s'est installé un peu insidieusement comme un serpent depuis des années. Et nous, on a mis en place des modes de fonctionnement. Et puis tout à coup, il faut revisiter notre vie, en fait, en fonction de tout ça. Et c'est vrai que c'est difficile. Vous avez trouvé autour de vous des épaules pour continuer à avancer, pour vous soutenir. Vous me disiez que votre entourage familial était formidable. Vous évoquiez le parrain de votre fils. Enfin, oui. Vous sentez que vous avez réussi à fédérer un groupe autour de vous pour affronter cette épreuve? On a cette chance déjà d'avoir une famille exceptionnelle, aussi bien du côté de mon mari que la mienne. Mon mari a des amis tout aussi exceptionnels. Et ça, effectivement, c'est un vrai support. Un vrai support, oui. Vous allez rester avec nous parce qu'on va aller se promener. Vous venez de l'évoquer, l'accueil de jour des Francs-Bourgeois. Nous y avons mis nos caméras. Vous allez voir ce qui s'y passe et surtout l'ambiance de ce centre d'accueil. Je suis l'aidante de mon époux qui a 69 ans et qui développe la maladie d'Alzheimer depuis 2017. Et depuis septembre 2020, il a la possibilité de venir une fois par semaine au centre d'accueil de jour des Francs-Bourgeois. Les bienfaits sont à la fois pour lui, puisqu'il a une journée où il va faire des choses à son rythme. Et il y a aussi évidemment des bienfaits pour moi. C'est une parenthèse, c'est du temps, et puis c'est la satisfaction de le savoir heureux pendant une journée. Je pense que la maladie est moins forte pour lui quand il vient ici. L'autre chose qui me semble essentielle, c'est de ne pas rester seul, c'est de pouvoir, avoir
un réseau ou au moins des personnes avec qui on peut partager, on peut échanger. En principe, je viens toutes les semaines. C'est bien parce que c'est dans la bonne franquette. Les gens sont sympathiques et voilà, on s'amuse bien. Oui, j'ai plus de la cinquantaine maintenant, 52 je crois. Et voilà, et bon, avec une vie avant qui était une vie de travail, une famille qui existe toujours, etc. Et puis il y a cette chose un peu bizarre qui est arrivée. Voilà, tout à coup, on ne travaille plus, tout à coup, on a une autre vie. Et c'est important parce qu'une autre vie, ça veut dire qu'il y a une vie. Donc, je pense que sans cet accident, cette maladie qui est arrivée, j'aurais pas rencontré des gens comme ceux avec qui je suis en ce moment au centre. En fait, je crois que souvent quand je viens ici, c'est pour aller voir les autres, surtout. On est hors du temps ici, quoi. Et c'est une bulle vraiment agréable. On se rend compte au fur et à mesure que cette maladie, que j'avais même pas remarqué, tout à coup ralentit beaucoup de choses, ralentit votre cerveau. Donc il faut... C'est assez bien gérer cette journée. Le centre d'accueil de jour Les Francs-Bourgeois est ouvert depuis 2006. Nous accueillons des personnes atteintes des maladies neurodégénératives, jeunes et âgées. L'accompagnement repose sur des activités thérapeutiques destinées à créer des liens sociaux, à maintenir leur autonomie, donc le maintien à domicile qui est très important, et aussi à restaurer ou à préserver leur estime de soi. Je suis psychologue et j'interviens sur les ateliers évidemment thérapeutiques, mais également auprès des aidants pour les accompagner en fait face à cette maladie. En termes de spécificité des activités chez les jeunes, je dirais que c'est forcément plus dynamique pour répondre à leur capacité, à leur tonus, et peut-être plus ludique à mesure où leurs attentes est vraiment de partager un bon moment, de prendre du plaisir à cela et d'échanger. Ce qu'il manque concrètement, c'est des structures pour l'après-accueil de jour. Que se passe-t-il finalement une fois que l'évolution est telle que l'accueil de jour n'est plus du coup pertinent, enfin adapté, et qu'est-ce qui se passe après? Et là, il y a un réel manque. Ces structures sont rares, hélas, et effectivement, la question c'est qu'est-ce qui se passe après? Pour le docteur Florence Lebert, psychogériatre au Centre Mémoire de Ressources du CHU de Lille, une des questions clés est de savoir à quel moment, justement, il faut envisager de ne plus pouvoir rester chez soi. Alors nous l'avons rencontré il y a quelques jours et nous lui avons posé la question « Comment est prise la décision de quitter son domicile ?» Pendant des années, on arrive à oublier, nous disent les personnes concernées par la maladie d'Alzheimer du sujet jeune et leurs proches, cette fameuse maladie d'Alzheimer. Mais puis arrive un moment où cela n'est plus véritablement possible, parce que les oublis sont plus graves, parce qu'on se rend compte qu'on a des difficultés en orientation à l'extérieur, parce qu'on devient potentiellement dangereux au volant, on peut se faire peur, on est moins à l'aise pour s'habiller, la réalisation de la cuisine est plus compliquée, les repas sont un peu brûlés, ou certains aliments ne sont pas assez cuits, on a l'impression de se faire toujours la même chose. Alors on comprend qu'il va falloir trouver de l'aide, il va falloir l'accepter et l'identifier. C'est à ce moment-là que on peut être amené à s'interroger sur la possibilité encore de rester au long cours à domicile chez soi. Dans notre expérience, 3 cas de figure, du plus rare au plus fréquent. Le plus rare, c'est lorsque la personne a encore bien conscience de sa maladie, de ses troubles,
lorsqu'elle n'a pas beaucoup de perte d'autonomie et qu'elle décide de ne pas vouloir devenir un fardeau pour son entourage. C'est un cas de figure qui existe, mais qui, dans notre expérience, est peu fréquent. En revanche, il n'est pas exceptionnel qu'au moment du besoin d'aide, elle ne soit pas si simple à trouver. La personne est seule, divorcée, séparée, ou les enfants sont en train de faire des études, loin, ou bien on a bénéficié d'un plan d'aide d'un point de vue financier très intéressant, mais là on n'arrive pas à trouver suffisamment de soignants pour couvrir les besoins des 24 heures. Enfin, il y a des manifestations psychocomportementales autres que celles des crises par Stéphanie Bombois qui peuvent arriver avec l'évolution de la maladie, comme des hallucinations, comme des délires, un délire de jalousie, un délire de vol sur son entourage, des insomnies et puis même de la violence qui vont faire que le quotidien peut devenir dangereux pour le malade et pour ses proches, même avec tout l'amour que l'entourage peut donner. Alors au moment du plan Alzheimer 2008-2012, une enquête a été menée justement pour savoir où vivent les personnes malades Alzheimer jeunes. Et le docteur Florence Lebert a fait partie de cette enquête. Elle nous en donne les conclusions. Notre service au CHR de Lille a eu comme mission de travailler sur ce sujet. Et nous sommes partis finalement d'une enquête nationale afin d'identifier où vivaient les personnes ayant une maladie d'Alzheimer du sujet jeune qui n'étaient pas à domicile. Nous avons eu l'aide de la Fondation Médéric Alzheimer et ils ont interrogé toutes les EHPAD de France, toutes les structures du handicap et les services de psychiatrie. Plusieurs résultats. D'abord, c'est que très peu de malades ne vivent pas à domicile. L'enquête portait sur les malades d'Alzheimer et les maladies apparentées et ils ont été estimés à un nombre inférieur de 200. Ensuite, aucun patient ne vivait dans une structure dédiée à un problème de handicap, malgré son jeune âge. 5% vivaient dans un service de psychiatrie devant l'intensité des difficultés de comportement. Et enfin, 95%, c'est-à-dire la très grande majorité, vivaient dans une structure de type EHPAD. Parmi ces structures, moins de 10 avaient acquis une expérience très positive avec l'accompagnement de malades Alzheimer jeunes, et cela depuis plusieurs années. Nous avons donc réuni ces personnes d'expérience, dont nous faisions partie au Centre médical des Monts de Flandre à Bailleul, et nous avons travaillé sur les points importants à offrir lorsqu'il s'agissait d'hébergement de malades jeunes en EHPAD. Le travail s'est conclu par la décision de la secrétaire d'État de l'époque, qui a donc jugé que, vu le peu de malades qui ne pouvaient pas rester chez eux, il n'était pas envisageable d'ouvrir des structures spécialisées dans chaque département et que, de façon privilégiée, il fallait encourager les structures EHPAD d'expérience à poursuivre et développer leurs compétences pour accueillir ces quelques personnes touchées par une maladie d'Alzheimer du sujet jeune. Alors ça, c'était l'état des lieux en 2012. Est-ce que les choses se sont améliorées depuis? La réponse du docteur Florence Lebert. Eh bien, maintenant, on peut dire qu'il y a un certain nombre d'EHPAD qui ont acquis de l'expérience dans l'accompagnement des malades jeunes. Malgré tout, ces structures restent relativement peu nombreuses dans notre impression, puisqu'il n'y a pas eu de nouvelle enquête par rapport à celle de 2012 de réaliser. Il y a eu l'ouverture de 2 structures de type MAS, comme cela avait été voulu en 2012, et je pense que cela s'est bien passé, et vous en entendrez un témoignage dans le débat. Tout récemment, l'ouverture d'un hébergement temporaire sur Paris. Et puis, lorsqu'il y a des difficultés de comportement importantes, les malades Alzheimer jeunes peuvent faire appel aux unités cognitivo-comportementales, avec dans la majorité des cas un retour à domicile. Et parfois, lorsque les difficultés sont vraiment très importantes,
une orientation dans les UHR, les unités d'hébergement renforcées, c'est-à-dire renforcées en moyens, qui permettent d'accueillir à plus long terme. Voilà. Donc pour conclure, il existe des choses pour les malades jeunes, mais là, les moyens sont extrêmement hétérogènes sur le territoire français, donc on n'est pas tous égaux en matière de couverture et d'accompagnement. C'est le reflet, hélas, et c'est le reflet du fait que, heureusement, la maladie d'Alzheimer est une maladie rare. En effet, beaucoup besoin d'accompagnement, vous le dites vous aussi. Donc au petit sondage que nous avons fait tout à l'heure sur les thématiques qui vous interpellent le plus, vous avez été 41% à répondre qu'il s'agit de l'accompagnement. Vous avez besoin d'informations sur l'accompagnement. 27% sur la prévention, 18% d'entre vous veulent plus d'informations sur les symptômes et 14% sur l'aspect génétique. J'espère qu'on a répondu en partie à toutes ces questions. Eh bien, on va enchaîner sur un autre sondage flash. De quoi avez-vous le plus besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est d'accueil de jour? Est-ce que c'est de baluchonnage? Est-ce que c'est d'hébergement temporaire ou bien d'EHPAD adapté? Faites-nous signe, dites-nous, c'est important qu'on sache relayer vos préoccupations sur ces questions. Alors, est-ce que le docteur Lebert est avec nous? Oui, bonjour. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci de nous rejoindre. Je vais vous donner quelques questions d'internautes durant votre intervention. Michel nous demande quels conseils vous pouvez donner en cas de signe d'agressivité d'un malade Alzheimer jeune. Alors, l'agressivité, lorsqu'elle survient chez un malade Alzheimer jeune, n'est pas forcément le reflet des lésions neurologiques. Et de la même façon qu'il faut avoir cette démarche chez des personnes plus âgées, il faut déjà rechercher un facteur explicatif. Ce n'est pas normal de devenir agressif obligatoirement. Donc, les causes les plus fréquentes sont des problèmes physiques qui passent inaperçus. Un problème de constipation, de problèmes d'urine, d'infection, etc. peuvent très bien donner un tableau violent. Donc l'examen médical est capital. Il faut aussi faire attention aux médicaments qui peuvent avoir des effets délétères et non pas apaisants mais aggravants. Il faut faire attention aux boissons alcoolisées, surtout chez les sujets jeunes qui parfois ont une humeur un peu triste. Ils peuvent être attirés aussi pour noyer leur état négatif vers une attirance, ce soit par exemple à consommer un apéritif, 2 apéritifs, voire un peu plus parce qu'ils ont oublié qu'ils en ont déjà bu. Donc il y a une enquête, ça c'est très important. Il faut déjà en connaître la cause avant de la traiter. Et comprendre aussi des réactions, une impossibilité à accepter d'être mis en cause, d'être bousculé peut-être. Tout à fait. C'est-à-dire que le malade est dans une situation d'échec répété, mais il ne se considère pas comme malade. Donc, il n'a pas fait l'analyse que c'est normal et il attend aussi de son entourage une juste mesure dans l'aide. Pas trop, il ne veut pas être infantilisé, mais en même temps être un peu mis sur la piste parce que c'est épuisant. Parfois, les malades vont se coucher tôt parce que c'est épuisant le quotidien. Donc, il faut savoir un petit peu peser l'aide qu'on va apporter et cela dépend beaucoup du caractère de la personne. Quand j'ai entendu toute cette présentation ce soir, ce que je retiens aussi, c'est que le plan d'aide il doit être vraiment personnalisé. Ça, c'est vraiment important. Définir, voilà. Alors, avant d'aborder les autres questions de nos internautes, j'aimerais que vous nous disiez un mot d'un projet que vous avez mené avec un photographe. Le projet s'appelle « J'existe encore ». Est-ce que vous pouvez juste nous en dire 2 mots parce que le temps file très vite, mais racontez-nous. Alors, le titre résume assez bien, c'est-à-dire qu'on voulait défendre la parole du malade. Il s'agissait cette fois-ci de leur donner la parole, mais en images. Et vous pouvez, tous ceux d'entre vous qui sont intéressés, aller télécharger son application. J'existe encore, sans apostrophe et sans... Voilà. Et vous allez voir les témoignages des patients qui s'expriment dans leurs difficultés en fonction de leur maladie, avec aussi des réactions des aidants.
Merci beaucoup. Alors, énormément de questions sur la prise en charge. Et je dois vous avouer que les gens sont assez en colère parmi les questions qui nous parviennent. Beaucoup de personnes nous disent « je ne trouve pas de structure d'accueil ». 5 ans après le diagnostic, j'en suis toujours au même point. Et on n'est pas au point, c'est compliqué. Nous avons besoin d'aide financière. À quand un statut d'aidant familial reconnu par toutes les institutions? Bref, énormément de questions. On va répondre à certaines d'entre elles, mais nous accueillons maintenant Jean Dautry, qui est président de l'association Espoir Alzheimer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine d'un projet tout à fait intéressant, la résidence Le Chemin à Cesson, en Seine-et-Marne. Alors, vous avez mis au point, vous avez ouvert cette structure parce que vous vous êtes rendu compte vous-même que vous n'aviez pas trouvé pour un proche une structure d'accueil satisfaisante. Et par chance, vous aviez, dans votre activité professionnelle, eu la possibilité de créer des structures, parce que tout le monde ne peut pas créer une structure. Qu'est-ce que vous avez mis au point aujourd'hui? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Alors, si vous permettez, tout d'abord, bravo pour cette émission, cette conférence que vous organisez, la Fondation, pour faire connaître au grand public cette problématique du sujet jeune et espérer que des solutions d'hébergement et des solutions d'accueil puissent être développées plus vite que ce qu'il n'est aujourd'hui. Merci également au professeur Dubois de nous avoir invités pour ce témoignage. Oui, mais on souhaitait vraiment que vous nous parliez de ce foyer d'accueil médicalisé. Alors, c'est un établissement qui propose un accueil multiple, à la fois de jour, temporaire, on peut rester quelques jours, quelques semaines, mais aussi permanent. Et la particularité, c'est que nous avons, à la suite de cet ami, cette connaissance, qui a dû quitter son domicile, tellement la maladie était avancée, et il y a 20 ans de cela, il n'y avait aucune solution, et malheureusement, il a terminé ses jours en hôpital psychiatrique. Et ça a été un moteur pour nous dire qu'il faut qu'on trouve absolument une structure, qu'on mette au point une structure qui permette d'accueillir ces personnes jusqu'au bout, et qui prennent en compte la spécificité de leur maladie. Car il y a des choses à faire, des activités à mener qui peuvent les aider. Et on l'a vu avec, dans les exemples qu'on a entendus tout à l'heure, notamment, on l'a conçu comme étant d'abord un projet de vie. Hein. C'est un lieu de vie, tout simplement, de dimension familiale qui permettent d'avoir une vie la plus sociale possible. Mais aussi un lieu de soins, parce que c'est un établissement médicalisé, au sens médecin, infirmier, etc., mais également qui propose des thérapies non médicamenteuses, c'est-à-dire avec un plateau technique important, musicothérapie, art-thérapie, orthophoniste, etc., toutes sortes d'activités qui permettent aux gens d'avoir un bien-être, un mieux-être, et qui puissent être vraiment accompagnés précisément selon leurs besoins spécifiques. Claire nous demande justement, je glisse une question dans votre explication, est-ce que ça peut permettre de ralentir l'évolution de la maladie? Alors, on a trouvé des études, notamment en Allemagne, mais il y en a d'autres, qui montrent que ces approches de thérapie non médicamenteuse permettent de ralentir les effets de la maladie. Ça ne l'inverse pas, bien entendu, mais ça ralentit, et à condition, effectivement, d'avoir un plateau technique conséquent et qui permettent de bien accompagner. Et les malades Alzheimer jeunes ont des besoins spécifiques? Alors, leurs besoins, c'est parce qu'ils sont jeunes, justement. Et ils ont encore des projets, ils ont envie d'avoir des projets, ils ont envie d'avoir des contacts, ils ont notre vie de tous les jours, de chacun d'entre nous. Et c'est cela qu'il faut prendre en compte. Mais on peut dire aussi que toutes ces approches thérapeutiques, non médicamenteuses, peuvent tout à fait être utiles aussi aux personnes beaucoup plus âgées. Malheureusement, elles n'en bénéficient pas de trop. Mais chez une personne jeune, si par exemple on pratique du ping-pong, ça peut être une activité qu'on fait avec ses enfants ou ses petits-enfants alors que le lien devient compliqué quand la maladie avance. Voilà. Il y a des activités qui du coup permettent de retrouver du lien. Voilà, ce qui permet justement et c'est pour ça que c'est important d'avoir des établissements de proximité pour que la famille soit présente. Les familles sont très présentes. Bon, la crise sanitaire
a mis une parenthèse. Mais les familles sont très présentes dans cet établissement, justement pour recréer du lien. On a même prévu des chambres, des petits studios pour accueillir les familles lors de visites. Pour vous, Elisabeth, le fait que votre époux puisse participer à des activités, se rendre régulièrement et son emploi du temps rythmé par ces journées ou ces demi-journées de présence dans un établissement, un accueil de jour, c'est quelque chose d'important? Oui, il y a deux choses qui sont importantes en fait. C'est effectivement d'avoir un quotidien rythmé, donc d'avoir ses activités, d'avoir sa vie. Et la deuxième, c'est que comme c'est une maladie qui altère les capacités cognitives, enfin moi, de ce que j'en perçois, la partie affective et les réactions émotionnelles sont démultipliées. Donc tout ce qui est musical, artistique, peinture, enfin, il est extrêmement réceptif, d'autant plus que c'est des terrains dans lesquels il suffit simplement de se laisser porter par l'émotion. La notion de performance n'est plus là non plus. Donc c'est vrai que c'est très important. Et c'est complètement déconnecté voilà, de ce qui peut altérer une faculté de raisonner, de ce qui peut être altéré dans notre faculté de raisonner, etc. Donc enfin, je vois pour lui, c'est très important. Jean Dautry, vous disiez, lorsqu'on a préparé cette émission, que ça va limiter les dégâts qui peuvent être terribles dans les familles. Hein. C'est vos mots, c'est les mots que vous m'avez... Oui, parce qu'il se trouve qu'une fois l'établissement ouvert, j'ai mon propre cousin qui a développé cette maladie, et il s'en est suivi un drame familial. La vie n'était plus possible à la maison, et les enfants, adolescents, ont été impactés, l'épouse très affectée. Et donc, il y a vraiment une difficulté de prise en charge très importante à une certaine étape lorsqu'il y a une dépendance forte. Et c'est ce qui fait que beaucoup de résidents à la résidence Le Chemin rejoignent cet établissement dans cette situation. Alors, il y a si peu d'établissements, vous passez votre temps à refuser du monde ou comment ça se passe ? En fait, il y a énormément de demandes. Il faut savoir que les deux établissements qui ont été cités représentent à peu près 70 places en France. Pour nous, il en faudrait 10 fois plus, 100 fois plus. Et puis surtout, il en faudrait dans toutes les régions. Et ça soit de proximité. Alors, l'établissement a une vocation nationale, mais on n'imagine pas quelqu'un qui habite à Marseille venir dans cet établissement, c'est complètement inadapté. Il faudrait développer ces structures. Est-ce que Florence Lébert est encore avec nous ? Oui. Oui, alors justement, sur ce côté régional, qu'est-ce qu'il faudrait en termes de quantité ? Quels sont les besoins aujourd'hui sur la France entière ? Je ne suis pas si sûre qu'il soit si élevé que ça. L'enquête qui avait été faite portait sur la définition française. Bruno Dubois a dit que la définition internationale, c'était 65 ans. En France, c'est souvent 60 ans, les malades jeunes. Et donc, l'enquête avait porté sur les moins de 60 ans. Et donc, ce qui en résultait, c'était qu'il y avait un besoin pour 5% des malades. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus extrêmement élevé en nombre de patients. Mais il les faudrait répartis sur le territoire français. Voilà. Alors, si j'ai un message, le problème, c'est que je reviens à mon histoire de personnalisation. Le message à faire passer, c'est qu'il faut arriver à taper à la bonne porte de son département, de son secteur. Alors, c'est quoi la bonne porte? C'est de taper à la porte d'un professionnel qui a l'habitude des malades jeunes. Et ensuite, la filière est beaucoup moins compliquée. Et à chaque département, chaque région, eh bien, il y a des spécificités d'offres. Vous allez avoir un endroit, un département, vous allez avoir un accueil de jour spécialisé. L'autre côté, vous aurez un groupe de parole spécialisé, Alzheimer, etc. Donc, pour pas perdre de temps et surtout pour pas s'essouffler, parce que c'est épuisant pour un conjoint, pour des enfants, de faire le parcours du combattant, concentrez-vous à identifier le professionnel de votre secteur qui a une expérience dans les malades jeunes. Et on le trouve comment, ce professionnel ? On le trouve où? Quel que soit le spécialiste que vous avez trouvé, essayez d'avoir au moins une fois un contact avec un centre de mémoire de ressources et de recherche. Peut-être qu'il ne répondra pas à tous vos besoins, mais il aura le lien qui vous permettra d'être en contact avec l'assistante sociale de votre secteur qui connaît la problématique des malades jeunes. Ou alors, avec l'équipe Maya de votre secteur qui a déjà eu 20 cas, 20 personnes à gérer et qui pourra vous orienter vers les bonnes personnes. Je pense que c'est le message le plus important que j'ai envie de faire passer. C'est que, voilà, c'est très compliqué le parcours.
mais qu'il est vraiment très différent, la panel d'un secteur à un autre. Vraiment chercher le professionnel spécialiste malade Alzheimer jeune, car tout le monde n'est pas spécialiste malade Alzheimer jeune. C'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre. Si vous n'avez pas trouvé l'aide dont vous avez besoin, c'est que vous n'avez sans doute pas frappé à la porte la meilleure. C'est ce que vous dites, docteur Lebert. Ce n'est pas une question de meilleure de compétence, c'est une question d'expérience. Stéphanie Bombieur vous a bien expliqué les différences de la personne jeune à la personne âgée. Il y en a bien d'autres d'un point de vue sociétal, etc. Mais d'un point de vue maladie, elle vous les a expliquées. Et si on n'a pas pris en charge suffisamment de patients, on n'a pas assez d'expérience pour répondre aux besoins des familles. Donc, ce n'est pas une question véritablement de compétence. Vous avez des neurologues libéraux qui peuvent être très bons parce qu'ils ont l'expérience. Mais vous avez le plus de chances d'avoir des soignants qui ont l'expérience dans les centres de mémoire, de ressources et de recherche. Elisabeth, vous vouliez réagir? Oui, juste une petite chose. Vous parlez des malades jeunes et de leur spécificité. Moi, j'aurais envie de dire qu'on a tout un travail à faire sur les représentations qu'il y a autour de cette maladie. Parce que c'est vrai que quand on vous l'annonce, vous vous dites « j'aurais bien aimé que ça se passe 10 ans plus tard ». Je n'ai pas l'impression que je sois entrée dans la génération des personnes âgées. Et je pense qu'il y a vraiment un travail là-dessus parce que pour moi-même, surtout je pense à mes enfants, il y a des représentations qui sont sombres, lourdes, et ça, c'est pas facile du tout. Donc il faut que la société évolue, il faut qu'on arrête de dramatiser, c'est un peu le message que vous vouliez passer. Oui, et puis je pense à mon mari qui me disait surtout n'oublie pas de leur dire qu'on rigole beaucoup. Et ben oui, on rigole beaucoup. Et la vie continue et ça fonctionne à peu près. Alors il y a de la souffrance, il y a des difficultés, mais globalement, on avance. Mais il y a quelque chose à travailler au niveau du langage et des représentations. N'en rajoutons pas. La situation est assez compliquée comme ça pour qu'on n'en rajoute pas. C'est ce que vous voulez dire. Je crois. Oui. Oui. Et il faut venir le plus. On a le droit d'être heureux avec cette maladie. C'est formidable. C'est ce que vous dites, madame. Mais alors très pour important. ça, il faut avoir l'aide au moment où on en a besoin. Il ne faut pas se trouver démuni, il ne faut pas se trouver épuisé. Voilà. D'où l'importance de structures comme celle que vous avez créée. Tout à fait. Ça, c'est vraiment, il faudrait vraiment très important. En développer d'autres. Oui, alors on a énormément de questions. Je ne vais pas pouvoir passer tout le monde, mais quand même un témoignage. Ma sœur Annick, de 55 ans, Alzheimer précoce et porteuse du gène qui vient de notre maman décédée à 55 ans. Annick va bien. Elle vit actuellement sereinement et en sécurité au village Alzheimer de Dax. Il y a aussi ces nouvelles structures qui commencent à exister sur notre territoire et qui donnent de l'espoir. Je crois que c'est le résultat d'une sensibilisation de l'opinion publique auquel vous contribuez là maintenant. Et comme vous dites, madame, c'est vrai qu'il faut vraiment donner espoir quelque part et pas trop noircir non plus le trait. On est des gens fréquentables, en fait. On est des gens fréquentables, mais on entend quand même les messages qui nous disent impossible de trouver un orthophoniste près de chez moi, etc. etc. Il y a quand même ce manque de structure. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Eh bien, on est déjà à la fin de cette émission. Olivier de la Doucette nous a rejoints. Olivier, président de la Fondation pour la recherche Alzheimer. Bonsoir Agnès. C'est formidable ces messages, ces messages d'espoir qui viennent conclure 1h30 où on a pointé les difficultés, où on a pointé les espoirs, mais aussi les attentes. Il faut attendre avant que le prochain médicament, le traitement, etc., ne soit proposé aux nombreux internautes qui nous écrivent. Mais votre message, c'est quand même ça, la vie continue. Ben oui, on peut exister malgré cette maladie, c'est très important. On l'a entendu à travers les témoignages. Il est important de voir qu'au fond, la maladie d'Alzheimer, que l'on soit jeune ou pas, c'est d'abord une maladie du cerveau qui va toucher un individu, également sa famille, et qui va impacter lourdement cette personne ainsi que son entourage. Mais c'est une maladie où la vie est là, elle est présente. On va interagir avec ses proches comme on pourra et pendant longtemps. Et le but de notre fondation, il est double. Notre fondation, elle est là non seulement pour essayer d'aider les chercheurs à avancer, pour faire progresser les connaissances. On a eu des chercheurs éminents qui nous ont parlé de la maladie d'Alzheimer chez les jeunes.
On a vu qu'on avait beaucoup progressé dans ce domaine, mais qu'il y a énormément encore à faire entre la connaissance et le traitement qui permettra de bloquer cette pathologie. On a encore énormément à progresser. Et puis, nous sommes également là pour former, informer le public, parce que cette pathologie, elle fait peur. Il faut sortir les familles, il faut sortir les patients justement de cette inquiétude, faire en sorte que les messages positifs circulent, qu'on puisse assumer cette pathologie et avoir le sentiment justement que l'existence ne s'arrête pas dès lors que le diagnostic est posé. Et alors soutenir la recherche, c'est ce que vous faites avec la boîte à outils, celle qu'on vous a promis en début d'émission et qui est maintenant disponible et que vous retrouverez également sur le site de la Fondation pour la recherche Alzheimer. J'en profite pour dire que toutes les questions qui ont été abordées aujourd'hui et ce soir seront toujours disponibles sur le site de la Fondation pour la recherche Alzheimer pendant encore un mois. Je crois qu'il va être temps de se quitter déjà. Oui, malheureusement. J'aimerais quand même remercier ceux qui nous ont soutenus. Au AG2R, Audience, Apicil, Notre Temps, bien sûr, et l'Observatoire des mémoires. C'est un peu grâce à eux que nous sommes là ce soir. C'est une grande chaîne. Il va falloir réussir à la maintenir solide pour continuer à avancer ensemble et pour faire triompher pour la vie. Moi, je pense qu'effectivement, on a beaucoup parlé de prévention. La prévention, c'est plein de choses, mais c'est aussi soutenir la recherche. Parce que c'est en soutenant la recherche que nos malades jeunes pourront peut-être un jour dire « j'ai eu la maladie d'Alzheimer ». Formidable promesse. Alors, dernier sondage flash pour nous aider à nous améliorer. Dites-nous si vous avez apprécié cette conférence. 1 étoile, ça veut dire peut mieux faire. 5 étoiles, ça veut dire bravissimo. Merci de vos commentaires, merci de votre écoute et à très bientôt avec la Fondation pour la recherche Alzheimer.